Bonjour à tous, merci de votre participation à cet atelier de présentation de l'application IOP, la seule application en France coupée à la blockchain qui apporte la preuve de violence et prévient les agressions. Atelier qui s'inscrit dans la semaine de l'International Blockchain Stampede, une semaine dédiée à la blockchain. Nous avons eu beaucoup d'événements, enfin nous avons encore beaucoup d'événements autour de la blockchain, des conférences académiques, des conférences business, et des ateliers. Bonjour à tous. Bonjour Carole qui vient se joindre à nous. Bonjour à ceux qui sont connectés dans le Zoom. Bonjour à ceux qui suivent le live sur Internet. Je vais commencer par rapidement me présenter. Je suis donc Julien Bonnel. Je travaille au sein de la société CIMAG qui mène des travaux autour de la blockchain et c'est dans ce contexte-là que j'ai été associé à ce projet IOP. Je suis aussi associé à ce projet IOP parce qu'il y a une association pour mener à bien tous les travaux que je vais vous présenter. Et je suis aussi impliqué dans l'organisation de l'International Blockchain Stampede, Côte d'Azur Blockchain Stampede et le village francophone qui anime tous les événements cette semaine. En termes d'agenda, je vais commencer par faire une rapide introduction sur la blockchain, très rapide, puisqu'on va avoir un après-midi dédié à la blockchain. On va rentrer vraiment dans le détail, donc ça va être un survol. On va ensuite présenter le pourquoi de l'application IOP, qu'est-ce qui nous a motivés à créer cette application, pour rentrer ensuite en détail dans l'application et dans l'application. Pour ensuite entamer une session de questions-réponses. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans la salle ou sur le Zoom, à m'interrompre. C'est un atelier, le but c'est de faire de l'interactif si nécessaire. Donc, je vais commencer par une rapide introduction de la blockchain. Pour simplifier, la blockchain, c'est un ensemble de technologies qui permettent, sans intervention humaine, de gérer un registre de transactions digitales totalement sécurisé et inviolable, qui est géré sans autorité centrale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un système qui est maître du système. C'est un système qui est totalement transparent puisqu'il repose sur des briques open source qui permet de l'auditer à tout moment et sécurisé via une duplication des informations sur un nœud, un serveur, qui permet d'assurer la confiance entre les parties prenantes. Plus concrètement, le fonctionnement, c'est lorsque deux personnes ou deux entités, dans notre cas, s'accordent sur une transaction. La transaction va être cryptée et validée par un consensus. Un consensus, c'est du code informatique qui est totalement automatisé. Une fois cette transaction validée, elle va être enregistrée de manière permanente et non modifiable en tant qu'un bloc qui lui-même va être dupliqué sur un nœud, une machine, garantissant que cette donnée ne va plus être modifiée, altérée, supprimée. Donc, les forces de la technologie, c'est de la blockchain, c'est de pouvoir sécuriser les transactions digitales sans autorité centrale et d'assurer la confiance entre les différentes parties prenantes à la chaîne de blocs. Les cas d'usage de la blockchain sont nombreux. C'est le Bitcoin, la crypto-monnaie Bitcoin qui a été, on va dire, à l'origine des spécifications de ces technologies. Il y a beaucoup de cas d'usage autour de la gestion d'identité, de la sécurisation de données et de transactions, sur l'authentification et les autorisations. Les smart contracts, des contrats auto-exécutants automatiques, ouvrent beaucoup de perspectives, comme les NFT dont on parle beaucoup aujourd'hui sur le financement des euros numériques. Énormément d'applications sur la traçabilité, c'est très large. Et on va rentrer en détail dans cet après-midi encore et demain après-midi. Pour revenir à notre sujet de l'atelier, IOP, je vais commencer déjà par le pourquoi. Parce qu'en France, en 2019, 16 470 hommes, 125 840 femmes ont été victimes de violences conjugales. Parce qu'en 2019, en France, 27 hommes, 146 femmes ont été tués par leur conjoint. Lorsqu'on analyse les chiffres, on se rend compte aussi qu'en 2018, en France,
il y a eu plus 19% de plaintes pour viol, et pourtant, il y a eu 40% de condamnations en moins. Lorsqu'on analyse les chiffres, on se rend compte que sur 1000 victimes de viol, on estime à 100 victimes qui portent plainte. On verra ensuite que peut-être qu'il y en a 900 qui ne portent pas plainte à cause de la difficulté à ce que les plaintes aboutissent. Donc, sur ces 100 victimes qui portent plainte, immédiatement, 73 plaintes sont classées sans suite par manque de preuves. 10 plaintes sont classées sans suite après enquête préliminaire par manque de preuves encore. 16 plaintes sont requalifiées pour délit mineur pour insuffisance de preuves. Et au final, une seule personne est condamnée pour viol. Et ces chiffres montrent vraiment que le souci, c'est la preuve, hein, c'est cette problématique de manque de preuves, faute de preuves, qui fait que 90% des plaintes pour agression sexuelle ou harcèlement au travail sont classées sans suite par manque de preuves. 70% des victimes de féminicide avaient porté plainte qui n'avaient pas été instruites par manque de preuves. Et 80% des plaintes de violence conjugale sont classées sans suite par manque de preuves. Et c'est vraiment ce sujet que souhaite adresser IOP. Hein, c'est vraiment la genèse de la création de l'application IOP, qui est en fait une application mobile couplée à la blockchain, qui va permettre de capturer des preuves, donc des preuves audio, des preuves vidéo, des preuves photos, de manière intelligente et sécurisée, c'est-à-dire que lorsque la preuve va être acquise, automatiquement, cette preuve va être téléchargée dans un coffre-fort sécurisé, transmise dans un cloud, de manière à ce que la preuve en elle-même ne soit plus accessible sur les smartphones. Voilà, donc la technologie blockchain va permettre de mettre en place un mécanisme sécurisant les preuves et pouvant démontrer qu'il n'y a pas eu modification, falsification de ces preuves. Les preuves sont horodatées, elles ont été prises de tel jour, à telle heure, et elles n'ont pas pu être modifiées au moment où on va vouloir les utiliser. Sachant que souvent, dans ces problématiques, dans ce type de violence, les plaintes arrivent souvent tardivement. Il y a beaucoup d'hésitation avant de porter plainte. Et ce n'est pas souvent, ça prend quelques mois, voire quelques années, avant que ces preuves soient présentées à la justice. Et l'objectif, lorsque ces preuves vont être, lorsque la victime va souhaiter présenter ces preuves à la chaire pénale, à la justice, hein, c'est de pouvoir transmettre ces preuves de manière sécurisée à la chaîne, aux forces de police, aux autorités. Voilà. L'objectif, c'est d'avoir aucune intermédiation humaine, aucun risque de falsification, et c'est de permettre aux victimes d'apporter la preuve de ce qui leur est arrivé. Et de manière beaucoup plus simple que les procédures qui existent aujourd'hui, avec la nécessité de se faire accompagner, de passer par des huissiers, potentiellement, des procédures qui peuvent être très, très complexes et onéreuses. Aujourd'hui, c'est une application qui est soutenue par des mécènes qui ont permis sa création et le fait qu'elle soit rendue accessible à tous de manière gratuite. Donc, on a aujourd'hui 4 mécènes, Fonds européen, Banque européenne d'investissement, la Fondation Kering pour les femmes, la Fondation WeCare et le Fonds pour les femmes L'Oréal qui ont accompagné les étapes jusqu'à aujourd'hui et qui ont permis à ce que l'application soit libérée en juin 2020 et aujourd'hui téléchargeable sur les stores Google Play et les stores Apple Store. C'est une application labellisée par Génération Égalité ONU Femmes, qui a un agrément CNIL sur la gestion de la GDPR, RGPD. Et c'est une application aujourd'hui qui fait, donc il y a l'accès au grand public, n'importe qui peut la télécharger,
Il y a aussi un travail de porte-à-porte auprès de municipalités, de territoires, d'associations de terrain pour que cette application soit mise à disposition des victimes. Donc, il y a des expérimentations sur la région parisienne, notamment dans l'Essonne, à Sainte-Geneviève-des-Bois ou dans les villes d'Attissement, où il y a les municipalités qui sont impliquées, il y a des forces de police, notamment la gendarmerie, et les associations de terrain qui accompagnent les actions pour que l'application soit mise à disposition des victimes. Dans la région, il y a des actions qui ont été lancées sur la Côte d'Azur depuis peu. Et moi-même, je suis en contact avec notamment le barreau de Grasse et l'ordre des avocats avec qui on a commencé des travaux pour que cette application soit accessible aux victimes. Voilà. C'est une application aujourd'hui qui vient en complément de tous les dispositifs existants. C'est énormément de dispositifs actuellement en termes de capture, d'écoute, d'orientation, d'accompagnement, des mécanismes d'alerte, de signalement, d'appel au secours, énormément de mesures qui viennent renforcer tous les dispositifs. On voit que beaucoup d'acteurs sont impliqués, le gouvernement est impliqué, les autorités locales sont impliquées. Mais il nous semblait important de travailler sur cette notion de preuve. Voilà. Concrètement, l'application est accessible sur le store. Donc, moi, je vous invite à la limite d'aller avec votre smartphone sur Google ou iPhone. Vous allez pouvoir télécharger l'application IOP. Vous allez, lors du premier lancement, accéder à un formulaire. On va vous demander des informations. Vous allez pouvoir mettre un minimum d'informations pour créer votre compte. Après, c'est à la discrétion de l'utilisateur. Il y a un certain nombre de paramètres ensuite qui vont être possibles de fonctionner avec un système qui garde les preuves sur smartphone par défaut, sachant que sur les travaux qu'on a menés avec, par exemple, les avocats les avocats de grâce, il a été clairement établi que le paramétrage par défaut pour le plus grand nombre, c'était de sécuriser totalement et de faire en sorte que ces preuves ne puissent plus être accessibles sur smartphone par rapport à ce qui peut se passer au quotidien. Donc, il y a un certain nombre de paramétrages mais qui sont très rapides, qui permettent ensuite immédiatement de pouvoir utiliser l'application et de pouvoir capturer des preuves facilement. Voilà, c'est très simple en termes d'usage. Et ensuite, il y a un mécanisme de génération de clés avec un mécanisme de contrôle pour s'assurer que la personne qui souhaite accéder aux preuves soit habilitée. Par exemple, la gendarmerie nous a dit, nous, on ne souhaite pas accéder aux preuves sans qu'il y ait une commission régulatoire qui soit lancée, parce que c'est cette procédure-là qui peut nous permettre de lancer immédiatement un dépôt de plainte. Voilà l'état actuel de l'application, sachant que l'application évolue pour intégrer des dispositifs pour l'améliorer, notamment un bouton de déclenchement un bouton de déclenchement qui permettra de capturer des preuves sans toucher le smartphone, lié à un partenariat avec l'application Mon Shérif, qui est aussi une application de la région, qui est basée près d'Avignon, je ne me trompe pas, qui travaille, elle, sur une application pour lancer des alertes auprès de ses proches, avec un petit bouton qu'on peut mettre, tout minuscule, qu'on peut cacher à beaucoup d'endroits. Et l'objectif, c'est de nous associer pour qu'on puisse déclencher les captures avec ce bouton, de la même manière que Mon Shérif puisse sécuriser les preuves au moment de l'appel d'urgence. Voilà, des questions La personne peut donc,
la victime peut donc avoir accès assez facilement à ces preuves une fois qu'elles sont stockées. Une fois qu'elles sont stockées, on met en place un mécanisme d'autocontrôle pour l'accès aux preuves, donc avec échange de papiers d'identité pour éviter les pressions. Donc, il y a toute une procédure d'interaction avec notre application, enfin notre siège IOP. De la même manière, on a mis en place des procédures pour vérifier l'identité des avocats qui peuvent être en mesure de demander les preuves. Donc, on sécurise au maximum ces accès aux preuves, sachant qu'on sait que les victimes ont beaucoup de pression. Une application qui est disponible, est-ce que déjà elle a été utilisée dans des cas réels? Est-ce qu'une victime a pu l'utiliser, la présenter pour un jugement? Aujourd'hui, elle est récente, juin 2020. Aujourd'hui, on est à peu près à 18 000 téléchargements. Et je crois qu'il y a 4 000 preuves qui ont été enregistrées via l'application. Et on a 3 plaintes qui sont instruites avec des preuves qui ont été saisies par l'application IOP. Donc, en cours. 3 preuves. Ce qui serait bien, en fait, je veux dire, ça serait bien qu'en fait, la victime ait 2 smartphones en définitive. Sachant que bon, souvent, on tombe la majorité sont des pervers narcissiques, ils ont le contrôle. Et du coup, ils ont le contrôle sur le téléphone. On peut masquer l'application. L'application est tout à fait. Donc, l'application ne va pas être visible sur IOP. On l'a anonymisée pour pas qu'elle soit identifiable en tant que telle. Que l'auteur puisse voir cette application et sache si elle l'a téléchargée. Tout à fait. Elle est camouflée dans les applications. D'accord. Ok. On a une discussion s'il n'y a pas. Côté Zoom, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser des questions? Vous pouvez. Hein. Comment est perçue par rapport aux victimes cette application? Est-ce qu'elles sont réticentes? Est-ce qu'elles sont... C'est la grosse difficulté aujourd'hui des victimes de violences de ce type, hein, c'est qu'elles sont sous emprise psychologique, comme vous le rappeliez souvent. Donc, il y a beaucoup de victimes qui n'ont pas, dans un premier temps, la volonté de lancer des actions ou de communiquer sur ce qui se passe. Et c'est un peu le travail qu'on mène avec les avocats du barreau de Grasse, c'est notamment la personne qui est en charge de la commission. Son objectif, c'est de veiller à ce que, si elle se rend compte qu'il y a quelqu'un en détresse, qui, dans la majorité des cas, va avoir du mal pour mettre en avant ce qui se passe, au moins de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, arriver à installer cette application qui pourra être un jour utilisée si nécessaire. Donc, il y a un travail de pédagogie, c'est le travail qu'on mène avec les associations, les avocats, mais c'est toute la difficulté de ce type de violence. Les victimes sont pas dans une phase, enfin, sont souvent il y a un temps où ils n'imaginent pas porter plainte, donc prendre de preuves. Donc, ce qu'il faut, c'est se rapprocher des centres hospitaliers, et notamment des services d'urgence, parce qu'en fait, c'est eux qui constatent souvent les confusions. Et ce qui est très rassurant dans l'application, c'est qu'elles peuvent l'utiliser sans forcément penser à la plainte. Et en se disant, j'ai plus de preuves sur mon téléphone portable. Parce que ce qui se passe, c'est très difficile d'amener une victime à la plainte. Oui. Déjà, il faut libérer la parole avant de pouvoir réussir à lui faire porter plainte. Après, comme vous le disiez très justement, il faut avoir les preuves. Que ce soit pour un viol ou pour des violences conjugales, c'est souvent très long. Et les preuves, ce dont elles ont peur, toutes et tous aussi, parce qu'on en parlait déjà tout à l'heure,
c'est qu'à un moment, l'auteur trouve les preuves. Donc, l'avantage de cette application, c'est que même si elles ne sont pas encore dans l'état d'esprit de porter plainte, elles vont pouvoir emmagasiner les preuves. Si elles s'en servent un jour, elles s'en servent, mais si elles s'en servent pas, et ça, c'est un gros avantage. Parce que nous, très souvent, vous ne connaissez pas l'application, on leur disait essayez de faire des photos, essayez de faire des enregistrements. S'il y a des menaces par message vocaux ou par SMS, de bien les conserver. Et bien entendu, de ne pas les garder sur son téléphone, mais de les transférer ou à quelqu'un de confiance ou sur un mail dont l'auteur n'a pas connaissance. Mais tout ça, ça demande une réflexion permanente, c'est-à-dire dès qu'on prend une photo, la transférer, l'effacer. Pour quelqu'un qui est sous emprise et surtout qui a peur, c'est toute une procédure qui est plus compliquée. Voilà, l'avantage, tout est automatique. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment travailler avec ça, et encore plus qu'avec les avocats, travailler avec des médecins, avec des gens qui sont susceptibles de recevoir la personne, de lui dire, voilà, vous avez cette application-là, utilisez-la, on ne sait jamais. C'est ce qu'on fait dans les territoires d'expérimentation, je citais aujourd'hui dans les Sommes. C'est ça, c'est de toucher au maximum d'acteurs. Il faut la faire connaître. C'est sûr qu'aux urgences, déjà, il y a un étudiant qui... Donc, on a tout un pas de communication, justement, pour le mettre dans les hôpitaux, dans les urgences. Et on a tout un ensemble d'outils pour communiquer avec ces acteurs-là, pour qu'ils puissent au moins veiller à ce que la personne pense à la télécharger. Je rajouterai une chose, je compléterai avec ce qu'il vient de dire, c'est que quand ils vont voir l'avocat, c'est qu'ils sont déjà dans cette étape. Mais par contre, tu as les services sociaux, tu as les plannings familiaux qui, eux, peuvent ressentir un malaise quand le couple vient ou une pression et peuvent déjà, là, quand c'est à l'hôpital et c'est chez l'avocat, c'est déjà le step d'après, mais déjà de prévenir et d'informer avant même qu'il y a plein de services sociaux qui peuvent... C'est vraiment nos démarches. En cas de perte du téléphone, parce que vraiment, je ne cache pas que je ne suis pas très douée sur ces manipulations-là, en cas de perte du téléphone de la victime, comment fait-elle pour pouvoir de nouveau avoir toutes ces coordonnées et ces liens et éventuellement... Mais il va y avoir un mécanisme de vérification formelle. Au moment où elle va se connecter, on va lui demander au moins une adresse email qui va être un peu attachée à son compte. Et lorsqu'il y a perte de compte, on va devoir contacter IOP qui va rentrer dans un mécanisme d'échange, demander une copie des pièces, un peu comme récupérer les preuves, une copie des pièces d'identité, puis après un échange téléphonique pour s'assurer qu'on a bien affaire à la bonne personne. Donc, on a vraiment travaillé sur ces mécanismes de contrôle. Même la gendarmerie nous a demandé de mettre en place des mécanismes qui évitent même au niveau de la gendarmerie à ce que puisse, chaque brigade a son code et il y a des procédures pour sécuriser aussi. C'est vrai que c'est intéressant dans le sens où même si on reçoit une victime qui n'est pas prête encore à porter plainte, ça nous permet justement de... Oui, et moi, ce que j'ai dit, l'application et petit à petit des échanges que j'ai eus avec les avocats, j'ai l'impression que c'est souvent justement qu'il y a des victimes qui font un pas, mais qui oui, ils peuvent enlever aussi la plainte, et du coup, oui, avec ça permet aussi à des structures comme la nôtre à déjà proposer un politique. Si la personne n'est pas encore prête à porter plainte, ça peut même aussi, c'est plus facile même pour nous pour justement l'amener à la plainte parce qu'on a déjà un outil à côté. Est-ce que ça peut être aussi un outil de prévention, dans le sens où, au même titre qu'on sait, par exemple, qu'il y a des radars automatiques qui sont sur la route, et que donc il y a des infractions qui sont punies, qui sont facilement décelables grâce à ça, est-ce que côté agresseur, en fait, ça peut pas, le fait de diffuser, d'évangéliser ça, ça peut pas induire une diminution du PES d'agression à la base, sachant qu'aujourd'hui, en fait, il est très simple pour une victime de collecter des preuves grâce à ça et d'aller jusqu'en justice, ce qui pourrait réfréner peut-être certains cas de violence, en fait, sachant cela. Oui, non, quand on sait qu'il y a une infraction qui est derrière et qu'on peut facilement être puni, peut-être ça fait hésiter aussi. C'est clair que la situation actuelle montre un peu que les chiffres que j'ai présentés montrent
les agresseurs ont plus de chances aujourd'hui de passer dans les mailles du filet que d'être condamnés. C'est clair que les dispositifs on veut réduire ces chiffres-là qui sont horribles aujourd'hui. Le souci qu'on a, c'est quand on a des agresseurs, des vrais agresseurs. Voilà, Au contraire, le fait qu'ils sachent qu'elles puissent prendre des preuves va ne faire qu'augmenter la pression qu'il va y mettre dessus et risquer de la couper encore plus du monde. C'est-à-dire que plus du tout de téléphone portable, plus de... Donc, c'est vrai que pour certains, ça peut avoir un effet parce qu'il y en a qui sont un petit peu violents psychologiquement, qui poussent un peu plus. Mais malheureusement, c'est que la minorité des agresseurs. Les agresseurs en général, quand on va jusqu'au féminicide, malheureusement, mais en général, dès qu'ils se sentent mis en porte-à-faux, ils deviennent encore plus agressifs. C'est ce que je disais par rapport aux pathologies tout à l'heure. En principe, sur ces pathologies-là, ça ne va pas le freiner. Je ne pense pas. Non, par contre, si on augmente le nombre de condamnations, ben c'est ça l'objectif. C'est surtout ça. Oui. C'est vraiment ça l'objectif. Après, sur les usages détournés, moi j'ai présenté cette application dans une entreprise. On a aussi cette approche d'évangéliser un maximum d'acteurs. Et dans cette entreprise, qui était une grosse entreprise, le dirigeant de l'entreprise m'a fait part de ce qui avait pu se passer dans son entreprise. Il y avait eu une plainte en fait d'une collaboratrice qui avait accusé un manager de violence sexiste. Et l'entreprise avait suivi la plainte et avait accompagné l'action en justice. Il s'est avéré que l'accusé a mis fin à ses jours, il s'est suicidé. Et l'enquête ensuite a démontré que la plainte en fait était une fausse plainte. Et c'est vrai, lorsque j'ai présenté l'application, de suite il y a eu le responsable de l'entreprise a de suite identifié que ça pouvait aussi avoir son importance dans ces cas-là. C'est vrai que c'est une inversion un peu, mais... Il y a de vraies preuves et puis la récurrence des faits fait que, comme c'est protégé, que là, vous disiez tout à l'heure, il va y avoir de modifications tout est daté, donc c'est vrai que c'est important. Après, malheureusement, on n'est jamais à l'abri d'une fausse victime. Tout à fait. Après, effectivement, je pense avec ce type d'application-là, je pense que la personne n'osera pas. Parce que c'est tellement figé, il n'a plus la main sur ces pseudo-preuves on va renforcer les preuves. On n'évitera pas les manipulations, mais on ne pourra pas de toute façon tricher déjà, trafiquer les preuves en tant que telles. Après, il restera toujours l'analyse des preuves dans leur situation. Justement, j'étais invité par dans le barreau de Grasse au mois de juin, un colloque autour des preuves, présenté IOP, mais on a aussi travaillé sur tout ce qui est ADN. J'avais été surpris de voir des cas où on montrait que même l'ADN pouvait des fois n'être pas si fiable que ça. Donc, mais voilà, on va sécuriser les preuves. Après, on est assujetti comme toute preuve à de la manipulation, mais qui est mieux maîtrisée. Mais c'est un gros avantage pour les victimes. Oui. C'est quoi donc vos moyens principaux de communication pour faire connaître l'application aux potentielles victimes? C'est le porte-à-porte sur les associations locales, sur les territoires, sur l'équipe de IOP est principalement en région parisienne. Moi, historiquement, je travaille sur l'application plus sur la partie technique, sur la partie blockchain. Mais on s'est organisé pour... donc moi, je fais ce travail-là depuis peu, en fait, depuis le mois d'avril, sur la Côte d'Azur. Et une des premières réunions à qui j'ai eu l'occasion de présenter ça des barreaux de Grasse, où j'ai eu des avocats très réceptifs. C'est très positif parce qu'eux sont confrontés aussi, même s'ils ne sont pas en première ligne, ils sont confrontés au quotidien
Quand vous êtes avocat, vous devez dire non à une victime parce que vous n'avez aucune preuve et on va aller, ça va être classé sans suite, c'est compliqué pour eux. Ouais, tout à fait. Et donc, l'objectif, c'est d'élargir. Cet atelier en fait partie. Et, déjà, merci d'être présent. C'est intéressant. Et par les médias, justement, par les médias, les grandes chaînes, justement, on en parle souvent à la télé, ils montrent un petit peu les chiffres. On va être aussi intéressant. Oui, on fait des actions. On a beaucoup cru, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que l'application était en plein travaux lorsqu'il y a eu le premier confinement, la crise sanitaire. Et le sujet est vraiment revenu devant de la scène. Et là, on s'est mis un coup de pression pour libérer rapidement l'application entre deux confinements, donc juin 2020. On espérait, justement, par rapport à tout l'aspect médiatique qu'il y avait autour de ces sujets, bénéficier d'un peu de visibilité. Et finalement, on n'en a pas eu. Et on a été surpris, mais on s'est rendu compte aussi on est tombé au moment où il y avait une défiance sur la partie application technique. On a vu que le lancement de tout ça anti-Covid a été un peu compliqué l'année dernière. Bon, c'est mon interprétation, mais je pense qu'il y a eu des freins, un peu par rapport à ça. Après, il y a eu un deuxième confinement. Là, on ressort du confinement. Moi, je vois au niveau local, une des premières présentations au Barreau de Grasse a permis de lancer des travaux. J'ai eu quelques petites couvertures locales en termes de médias. Le Barreau de Grasse, au mois de juillet, a fait un colloque autour d'épreuves, justement, où il y avait des médias. Il y a eu un relais. Donc, en venant de la base aussi, on peut arriver à élargir la communication. C'est un travail de longue haleine, mais... Est-ce qu'on pourrait même envisager un peu plus tard de la déployer vers les jeunes? Parce que vous parlez de harcèlement tout à l'heure. Mais on est confronté aujourd'hui à un harcèlement des plus jeunes qui est malheureusement catastrophique. Le harcèlement de rue aussi, ce qu'on appelle. Tout ce type de harcèlement, l'application est court. C'est vrai que la jeunesse de l'application et la fondatrice de cette application, Sandy Becky, a vraiment été très orientée sur le violence sexiste à la base. C'est la priorité, mais dans les kits de communication, on a des kits de communication vers les adolescents, on a des kits vers des minorités LGBT. Effectivement, on a beaucoup d'usages. Les formes de violence sont multiples. Hein. Oui, c'est ça, c'est bien. Et voilà, et notre but, c'est de travailler avec les acteurs locaux. Je suis content de voir que vous êtes là. Et de sensibiliser le plus grand nombre, d'apporter les outils justement pour que soit présenté, qu'on puisse communiquer aux victimes, hein, au lieu où les victimes sont de passage, et former, sensibiliser. Des questions côté Zoom? Ouais, et là, le nombre d'acteurs, je sais que sur le Zoom sont connectés des étudiants de l'Université de droit, justement, avec qui on a lancé un Fablex, c'est-à-dire des travaux tout le long de l'année pour travailler sur les aspects juridiques, justement, liés à tous ces types de preuves numériques. Je crois qu'il y a eu un chat. Voilà, donc pas de questions, c'est clair. Mais justement, la semaine prochaine, je serai avec ces étudiants pour rentrer un peu plus en détail dans les tuyaux. C'est déjà...
Elle est subventionnée. Il y a des collectivités là, qui sont. Aujourd'hui, non, on finance 4 mécènes actuellement qui, au niveau des territoires, c'est plus mise à disposition de moyens pour communiquer sur les acteurs locaux. Mhm. Mais on est en discussion aujourd'hui avec certains acteurs qui d'eux-mêmes nous disent on souhaite participer au financement de l'application, le rajout de fonctionnalités comme le bouton pour prendre les preuves automatiques. Ça, c'est quelque chose qui pourrait se faire relativement aisément et dans un laps de temps assez court. Oui, parce pour accélérer justement cette fonctionnalité-là, on s'est rapproché de Mon Shérif, qui avait, elle, toute la technologie pour le petit bouton plutôt que tout redévelopper. Et nous, en plus, on apporte à Mon Shérif des mécanismes aussi de sécurisation des traces qui peuvent être prises au moment des appels. Donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant qui nous permet d'enrichir les deux applications qui sont très positives, des usages différents, et de voir la fonctionnalité très, très rapidement. Donc, ça va être libéré incessamment sous peu. Après, on a des réflexions à utiliser, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on passe via le smartphone. Après, on a des réflexions d'utiliser d'autres objets aussi connectés pour faire des acquisitions de preuves. Important pour nous, c'était d'avoir toute la techno permettant déjà de récupérer ces preuves, de pouvoir les sécuriser dans le coffre-fort numérique, le cloud. Donc, il y a la blockchain qui est utilisée. On passe aussi via un réseau qui est de la région, du côté Marseille, Jaguar en technologie, qui travaille avec la gendarmerie. Donc on est sur des mécanismes sécurisés tout le long de la chaîne. Donc, c'était ça pour nous qui était important. Après, derrière, on peut rajouter d'autres tuyaux. Bien sûr. Et questions-réponses. Moi, ce que j'avais mis, donc association, de toute façon, un petit rappel, association créée en 2019, donc application mobile lancée en juin 2020. Voilà, donc un certain nombre l'application a été récompensée donc, par un certain nombre d'acteurs. Donc, là, ces accompagnements-là. Et je n'ai pas mis les chiffres, mais quasiment 18 000 téléchargements, 4 000 preuves acquises, 3 instructions en cours avec des preuves collectées par IOP. Et surtout pour ceux qui... Voilà, nous, on est là, on est tous motivés pour travailler avec les acteurs de terrain. Je pense qu'on va se revoir. Je vais juste vérifier si on n'a pas parce qu'on avait un canal aussi. Je ne sais pas si Aurélien, si tu as vérifié le canal YouTube. Vérifier. Au cas où. Thank you, Martha. Le stipulé listé dans le top 30 des startups de la blockchain. En fait, c'est une startup, parce que l'appli c'est IOP, mais comment s'appelle la startup? IOP aussi. IOP, c'est l'application IOP, l'association IOP. D'accord. Et elle est considérée comme une startup parce que là, elle est listée dans le top 30 des startups. Oui, à côté, il y a une partie startup sur la couche technologique. D'accord. Et je viens de voir une question, enfin un commentaire sur la chaîne YouTube qui disait merci pour la présentation. Les données enregistrées sur IOP peuvent être modifiées par la suite par la victime. Donc, je rappelle, l'utilisation de la technologie blockchain, on ne peut pas modifier, on ne peut pas supprimer, on ne peut pas altérer une preuve qui est enregistrée par l'application.
Et là, je n'ai pas un slide tout à fait à jour, mais l'équipe s'est agrandie. Il y a un certain nombre d'acteurs au niveau terrain faire ce travail de porte-à-porte et d'accompagnement des acteurs qui souhaitent accompagner IOP, qui souhaitent mettre l'idée au déploiement d'IOP. Je vous propose de mettre fin à cet atelier. Merci à tous pour y avoir participé. Et voilà, je vous invite à suivre aussi, pour ceux qui sont intéressés par la blockchain, les ateliers qui vont se dérouler cet après-midi et demain sur la Côte d'Azur, mais aussi en Allemagne, au Canada, en Afrique. Enfin, il y a énormément de conférences, d'ateliers sur les 2 jours qui restent sur le International Blockchain Stamp Hub. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous. Et